Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et aujourd'hui je vais vous présenter l'évolution du climat pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avant de vous présenter un petit peu les indicateurs agroclimatiques de la région, je voudrais finalement vous parler d'où viennent les données que je vais vous présenter. Donc en fait, l'ensemble des données nous provient d'Ouranos, qui est le consortium en climatologie régionale du Québec, et l'ensemble des projections que vous allez voir sont issues des scénarios climatiques qui sont aujourd'hui considérés comme les plus crédibles, mais évidemment, c'est un domaine qui évolue quand même rapidement. Enfin, la dernière chose à mentionner, c'est au niveau de l'ensemble des données qui seront présentées. Il s'agit d'une information qui est à l'échelle de la région. Puis pour chaque carte, vous trouverez un historique passé qui est la moyenne des 30 dernières années, de 1991 à 2020, et un horizon de temps futur qui lui sera la moyenne des années 2041 à 2070. On appelle également ce pas de temps l'horizon 2050. Donc le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est celui des températures moyennes annuelles. Mais avant de rentrer dans les données, je voudrais d'abord vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner tout au long de la présentation. Donc vous retrouverez ici la carte à gauche, ce sera la carte de l'historique de l'indicateur, donc finalement la moyenne des 30 dernières années, 1991 à 2020. Et à droite, vous retrouverez la même chose, mais cette fois-ci pour le futur, donc la moyenne des années 2041 à 2070. Au milieu, vous trouverez la légende qui est une légende commune aux deux cartes. Chaque cellule que vous voyez dans la carte représente 10 km par 10 km. Donc vous allez pouvoir vous situer sur la carte et utiliser la légende pour voir un petit peu comment ça se passe finalement dans les différents secteurs de la région. Ensuite, vous trouverez en bas ici un encadré qui va vous donner la valeur moyenne pour l'ensemble de la région. Donc, vous trouverez la valeur pour notre historique 1991-2020, notre horizon de temps futur 2041-2070. En dessous de ça, vous avez la variation entre ces deux horizons de temps. Et enfin, entre parenthèses, vous allez retrouver l'incertitude qui est vraiment liée finalement à l'incertitude des modèles qu'on utilise pour faire ces prévisions. Donc, si on regarde maintenant les températures moyennes annuelles pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de sa température annuelle de 2,3 degrés Celsius. On passe de 2,4 degrés Celsius en moyenne pour toute la région pour les années 1991 à 2020 à 4,7 degrés Celsius pour notre horizon 2050. Donc toujours au niveau des températures, si on les regarde maintenant par mois et non plus pour l'ensemble de l'année, vous avez ce graphique ici. Donc la courbe en noir, c'est la moyenne pour la région des années 1991 à 2020 et pour la courbe rouge, c'est la moyenne des années 2041 à 2070. Donc, ce qu'on voit finalement sur ce graphique, c'est vraiment qu'on a la courbe rouge qui est toujours au-dessus de la courbe noire, ce qui veut dire finalement que les températures les températures moyennes vont augmenter quel que soit le mois de l'année pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, si on regarde l'écartement entre les deux courbes, ben, on voit que pour le printemps, il semble que l'augmentation de température soit un petit peu plus faible que par exemple les mois d'été, décembre, janvier. Dans l'encadré, vous retrouvez la valeur moyenne pour l'ensemble de l'année, donc ce que je viens de vous présenter finalement. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations, vous avez les deux mêmes courbes, mais on voit maintenant qu'elles évoluent vraiment différemment. En effet, on voit qu'on a une nette augmentation des précipitations pour les mois d'hiver et de printemps, alors que pour les mois d'été, d'automne, on voit qu'on a une certaine stabilité, voire même une légère diminution certains mois. Puis si on regarde pour l'ensemble de l'année, en moyenne, dans les 30 dernières années, on était à peu près à 1003 mm de pluie, de précipitation totale, donc pluie et neige pour l'hiver, qui tombaient dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on augmente de 56 mm pour arriver finalement à 1059 mm. Avant de continuer avec le reste des indicateurs, je voulais simplement faire une petite pause pour parler des événements extrêmes. Pourquoi on en parle de ces événements extrêmes? Simplement parce que c'est des événements qui peuvent fortement affecter les cultures. Que ce soit les cultures, que ce soit l'élevage, ça a vraiment un fort impact au niveau de l'agriculture. Mais l'ensemble, tous les événements extrêmes qui se passent ne sont pas forcément reliés au changement climatique. Pour certains événements extrêmes, leur évolution, il n'y a pas de lien direct avec les changements climatiques. Il s'explique simplement par la variabilité naturelle du climat.
Et enfin, la dernière chose à mentionner au sujet des événements extrêmes, c'est que les connaissances à leur sujet évoluent très rapidement et donc ça se peut qu'on ait plus d'informations dans les prochaines années. Donc comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrêmes. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et plus intenses. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment d'aller voir les indicateurs agroclimatiques pour la région, puis je vous propose qu'on les sépare en deux parties. Tout d'abord la saison hivernale et ensuite de ça, la saison de croissance. Le premier indicateur que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est l'évolution de la température minimale en hiver. Ici, vous avez le graphique pour le mois de janvier, qui est le mois le plus froid au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, avant d'aller dans les résultats, je voudrais d'abord qu'on regarde un petit peu comment fonctionnent les graphiques, vu qu'on va en voir tout au long de la présentation. Donc ici, vous avez en abscisse les années, donc ça va de 1970 à 2070. Puis en ordonnée, vous avez évidemment la valeur de l'indicateur dont on parle. Au milieu, vous avez plusieurs courbes. La première ici, qui est en pointillé, c'est vraiment les observations qui ont été faites dans les dernières années, donc vraiment les observations météo qui ont été faites. Puis ensuite de ça, vous voyez deux courbes, une rouge, une bleue. Et bien, ces deux courbes, finalement, c'est le résultat des scénarios climatiques qui ont été faits donc, par Oranos. Puis quand on regarde finalement la courbe bleue, qui est le RCP 4.5, c'est-à-dire le scénario qu'on appelle optimiste, où on voudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondiales soient réduites dans un avenir assez court terme, alors que le RCP 8.5, la courbe rouge, elle, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais dans un avenir un petit peu plus lointain. Enfin, la dernière chose importante à mentionner, c'est cette enveloppe verte que vous voyez ici. Puis cette enveloppe, en fait, c'est encore une fois l'incertitude des modèles. Donc, c'est finalement l'ensemble des valeurs que les modèles prédisent. Donc, vous voyez finalement que il y a une certaine variabilité. Si on regarde maintenant les valeurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean des températures minimales en hiver, donc pour les 3 mois d'hiver, décembre, janvier, février, on le voyait sur la courbe, mais on le voit ici aussi avec le tableau, on a une augmentation de ces températures minimales, vu que par exemple pour le mois de janvier, on passe de 35,9 degrés Celsius, de moins 35,9 degrés Celsius, pardon, à moins 31,6 degrés Celsius. Donc on a un gain finalement de 4,3 degrés pour le mois de janvier, puis on voit que ce gain est assez similaire pour les autres mois d'hiver. Donc ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a vraiment une augmentation des températures en hiver, mais que cette augmentation, elle est un petit peu plus importante pour les températures extrêmes finalement. Cette évolution des températures va aussi avoir un impact sur le nombre de cycles de gel-dégel. Donc un cycle de gel-dégel, c'est vraiment une journée où on va avoir des températures positives et des températures négatives dans la même journée. Puis, ce que vous voyez dans le tableau juste ici, d'abord, c'est les nombres de cycles de gel-dégel durant toute l'année. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une diminution de ces journées avec des températures, des variations de température autour de zéro. On perdrait 14 journées dans le futur, alors que si on regarde en hiver, finalement, on gagnerait 3 journées avec des variations de température en hiver. Puis ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu, les températures vont augmenter un petit peu toute l'année et donc il va y avoir finalement des températures plus chaudes au printemps
à l'automne qui vont faire que les journées de gel, dégel qui vont être des variations autour de zéro vont se concentrer finalement en hiver dans le futur. Si on regarde maintenant les précipitations hivernales, donc décembre, janvier, février, vous avez ici les précipitations totales, donc qui incluent à la fois les précipitations sous forme de neige que les précipitations sous forme de pluie. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a une nette augmentation de ces précipitations avec les changements climatiques, vu qu'on passerait d'environ 193 mm de neige en moyenne pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les 30 dernières années à 214 mm pour notre horizon 2050. Puis la question finalement face à ces précipitations, c'est sous quelle forme elles vont tomber. Est-ce que ça va continuer à être de la neige majoritairement ou est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de pluie? Puis c'est ce qu'on a essayé de vous représenter dans ce tableau juste ici. Vous trouverez finalement les précipitations pour tous les mois de la saison froide, donc d'octobre à avril. Donc les précipitations sous forme de pluie, les précipitations sous forme de neige, le ratio de pluie sur le total des précipitations qui est finalement le pourcentage de précipitations qui sont tombées sous forme de pluie. Puis ça, vous les retrouvez pour notre horizon 1991-2020 et notre horizon 2041-2070. Donc pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en moyenne, ce qu'on voit ici au niveau des totaux intermédiaires, c'est qu'on passerait de 223 mm de pluie sur ces 7 mois à 279 mm de pluie dans le futur. Puis si on regarde au niveau de la neige, on voit qu'on a une légère baisse vu qu'on passe de 263 à 261 mm de neige en moyenne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc finalement, au niveau du ratio pluie-neige, on voit qu'on a une augmentation finalement de la proportion de pluie qui va tomber durant la saison froide. Puis si on regarde finalement, par exemple, le mois de décembre, donc on voit ici qu'on passerait de 14% des précipitations sous forme de pluie pour la moyenne des 30 dernières années à 23%, donc à un quart des précipitations sous forme de pluie pour le futur. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine évolution du régime de précipitation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui évidemment peut être un petit peu plus faible que ce qu'on voit dans d'autres régions plus au sud, mais qui est quand même présent et qui peut quand même avoir des impacts sur la région. Évidemment, tous ces changements viennent aussi avec une modification de l'enneigement, donc à la fois la période, la durée de l'enneigement, ce qu'on voit juste ici. Puis nous, on parle de période d'enneigement dès qu'on a 3 cm de neige au sol au minimum, donc ça fait à peu près plus d'1 pouce de neige au sol. Puis vous voyez ici sur les deux cartes qu'on passerait de 170 jours avec au minimum 3 cm ou 1 pouce de neige au sol à seulement 138 jours, donc on perd un mois finalement de période d'enneigement en moyenne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis vous avez vu que le pas de temps ici est un petit peu différent, simplement parce que les modèles pour la neige sont avec des pas de temps un petit peu différents. Si on regarde maintenant au niveau de l'épaisseur maximale du couvert de neige, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la quantité d'eau qui est contenue sous forme de neige au moment où l'accumulation est maximale. Donc finalement, c'est comme si on faisait fondre le banc de neige au moment où il est le plus important. Puis qu'on récupérait finalement l'eau, puis qu'on mesurait cette eau, qu'on va exprimer finalement en millimètres. Mais dans notre cas, pour ces cartes-là, on peut dire que 1 mm de pluie présentée ici, 1 mm d'eau présentée ici, ça correspond environ à 1 cm de neige avant tassement, compaction, etc. Donc finalement, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on regarde maintenant l'épaisseur maximale de la neige, on passerait de 228 mm, donc 228 cm de neige, à seulement 171 mm de neige ou centimètres de neige. Donc on perd finalement 57 mm de neige en moyenne dans la région. Puis si vous regardez la carte, vous voyez que c'est vraiment différent selon les endroits. Donc une certaine variabilité intra-régionale, mais on voit qu'on a quand même, quel que soit l'endroit dans la région, on a quand même une diminution assez significative de la quantité de neige. Enfin, la dernière chose que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui pour la saison froide, c'est l'endurcissement. Donc en fait, l'endurcissement des plantes fourragères, c'est un processus qui vise à relocaliser les réserves des plantes
dans les racines pour qu'elles puissent passer l'hiver et résister au froid. Puis ce phénomène, il se fait finalement en automne durant les journées fraîches. Puis il faut un certain nombre de journées fraîches pour que les plantes puissent s'endurcir correctement. Puis finalement, c'est ce qu'on calcule avec les degrés froids qui sont représentés juste ici. Donc on voit finalement qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va avoir une diminution de ces degrés froids. On passe de 88 degrés froids à 83 degrés froids dans le futur. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment au niveau de la variabilité d'une année sur l'autre de ce potentiel d'endurcissement. On voit qu'il y a des années où il y a eu beaucoup de températures fraîches en automne qui permet justement un bon potentiel d'endurcissement pour les plantes, alors que certaines années finalement où on aurait beaucoup moins de potentiel d'endurcissement qui ont été mesurés dans les stations météo finalement. Donc ça, c'est vraiment la variabilité interannuelle du climat, de la météo en fait, qui fait qu'on n'a jamais une année similaire à la précédente. Puis ça, cette variabilité-là va rester finalement dans le futur. Si on regarde maintenant la perte d'endurcissement, donc qui est vraiment finalement, une fois que la plante s'est endurcie, on est en hiver et finalement s'il y a des journées chaudes durant l'hiver, eh bien la plante peut entre guillemets «se réveiller» et c'est ce qu'on calcule ici avec les journées chaudes durant l'hiver, donc les degrés jour base 0, c'est-à-dire toutes les températures positives finalement qu'on va avoir durant l'hiver. On va les calculer puis ça va nous donner une estimation de la perte d'endurcissement de la plante, puisqu'on voit en moyenne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les 30 dernières années, on était à peu près autour de 21 degrés jour. Puis ce qu'on voit, c'est que cette valeur devrait rester plutôt stable dans le futur. On le voit ici aussi avec le graphique, mais encore une fois, la variabilité interannuelle est très présente. Et donc, il peut y avoir encore des années où finalement on a un hiver pardon, très doux qui peut finalement un peu compromettre la survie de certaines espèces. Donc voilà, on a fait le tour de la saison hivernale. Pour vous faire un petit rappel avant de passer à la saison de croissance, donc on a vu qu'on a évidemment une augmentation des températures qui est plus importante au niveau des extrêmes. Ensuite de ça, on a vu qu'avec ça, il y avait une modification du régime de précipitation. On va avoir plus de précipitations en hiver et ces précipitations seront plus sous forme de pluie. Au niveau de la neige, on a vu qu'on avait une diminution du couvert de neige, que ce soit en termes de durée ou en termes d'épaisseur maximale. Puis, tous ces éléments ont un lien finalement avec la survie des plantes à l'hiver dans la région, puisqu'on voit c'est qu'on aurait potentiellement une légère diminution du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères, mais probablement qui ne devrait pas passer sous un niveau critique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ceci étant dit, maintenant on peut aller regarder au niveau de la saison de croissance, quelles sont les évolutions au niveau du climat pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc évidemment, la première chose à regarder, c'est quand est-ce qu'elle débute cette saison de croissance. Puis ce que vous voyez là, c'est vraiment on commence à compter la saison de croissance quand on a 5 jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 5,5 degrés. Puis ce que vous voyez sur les deux cartes ici, c'est que finalement, en moyenne, dans les 30 dernières années dans la région, on était autour du 1er mai comme date de début de saison de croissance, alors que dans le futur, on va être devancé de 9 jours, et donc ça va être autour du 22 avril. Pour le dernier gel, de la même manière, on voit qu'on a un devancement du dernier gel printanier. Donc, on passe du 11 mai en moyenne pour la région au 30 avril. Puis ça, on va voir que ça peut avoir justement des opportunités pour les agriculteurs de la région. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez dû remarquer que la date du dernier gel est plus devancée que la date de début de saison de croissance. Donc on a 11 jours plus tôt pour la date du dernier gel, contrairement à 9 jours plus tôt pour la date de saison de croissance. Donc cet écart, vu qu'il se réduit, ça veut dire finalement il va y avoir dans le futur potentiellement moins de gel tardif au printemps. Puis on voit la même tendance qui se dégage pour l'automne avec même chose, une date du premier gel à l'automne qui va être plus retardée que la fin de la saison de croissance. Donc ça veut dire que de la même manière, on va avoir potentiellement moins de gel tardif, de gel hâtif à l'automne, pardon. Puis, donc, ce que ça veut dire, moins de gel tardif au printemps, moins de gel hâtif à l'automne. Donc, finalement, on va avoir une saison sans gel qui va être augmentée dans le futur.
On peut résumer tout ça avec ce graphique de la durée de la saison de croissance. On voit vraiment un allongement de la saison de croissance qui se répartit aussi bien au printemps qu'à l'automne. Donc on passe d'une moyenne de 179 jours à 197 jours pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc une augmentation de 18 jours de la saison de croissance. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, suite à cet allongement de la saison de croissance, c'est est-ce qu'on va être capable de profiter de cet allongement? Donc est-ce qu'on va être capable d'aller semer plus tôt dans les champs? Puis une des parties de réponse, c'est au niveau des précipitations. Donc là, je vous ai représenté les précipitations printanières, donc mars, avril, mai. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une augmentation de ces précipitations. Donc on voit 20 mm de plus pour l'horizon 2050. On passe donc de 208 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 228 mm pour la moyenne de l'horizon 2050. Donc une augmentation, mais si vous vous souvenez bien le graphique que je vous ai montré précédemment des précipitations par mois, on voyait que l'augmentation des précipitations printanières était très uniforme entre les mois, donc entre ces 3 mois. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que les 20 mm de plus seront bien répartis durant la saison et donc ça ne devrait pas forcément poser de problème pour les semis. Par contre, si on regarde juste ici la variabilité interannuelle, vous voyez bien qu'il y a vraiment beaucoup de variabilité d'une année à l'autre et donc il y aura toujours dans le futur des années pluvieuses, mais aussi des années plus sèches. Ensuite de ça, une autre conséquence finalement de cet allongement de la saison de croissance, de cette augmentation des températures, c'est l'augmentation des unités thermiques maïs, donc les UTM. On le voit ici avec ces deux cartes, on passerait en moyenne pour la région de 2130 UTM à 2736, donc un gain de plus de 606 UTM pour la région en moyenne, mais évidemment, il s'agit des UTM maximum potentiels. Donc, évidemment, c'est pas réaliste de penser que ce 2700 UTM vont se réaliser chaque année et de penser qu'on va pouvoir planter vraiment le maïs de la première date où on va les compter à la dernière. De la même manière, au niveau des degrés jours base 5, on voit qu'on a aussi une nette augmentation avec un gain de plus de 400 degrés jour sur toute la saison de croissance. Donc on passe de 1483 à 1885 degrés jour pour la moyenne du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais évidemment, ces augmentations de température viennent avec quelques inconvénients. C'est le cas ici avec les journées chaudes, donc des journées où on a une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius, puisqu'on voit c'est que finalement on passe en moyenne pour la région de 4 jours où on avait une température maximale supérieure à 30 à 13 jours, donc un gain de plus de 9 jours pour des températures chaudes. Puis évidemment, si c'est chaud la journée, souvent c'est également chaud la nuit. Puis c'est ce qu'on voit ici. Donc on a vraiment aussi une augmentation de ces températures de nuit supérieures à 20 degrés Celsius. On passe de 0 jour en moyenne dans les 30 dernières années. Mais vous voyez déjà que dans les dernières années, ça avait tendance à avoir 1 à 2 journées finalement qui étaient déjà au-dessus de 20 degrés. Dans le futur, cette tendance-là va continuer vu qu'on va arriver jusqu'à 3 jours de température supérieure à 20 degrés. Puis pourquoi on parle de ça? C'est parce que finalement, s'il fait chaud la journée, mais que la nuit, ça se rafraîchit, c'est beaucoup plus facile à supporter, à la fois pour les animaux, mais aussi pour les cultures, que finalement, s'il fait chaud la journée et la nuit également. Si on résume tous ces indicateurs finalement sur les journées chaudes en an, ça donne ce que vous avez ici sous les yeux. Donc c'est le nombre de canicules annuelles. Puis une canicule, c'est vraiment une période d'au moins 3 jours consécutifs où la température maximale est supérieure à 30 degrés. Puis ce que vous voyez finalement, c'est que cette période-là, évidemment, elle va augmenter également dans la région. Donc on passe de une période à 2 périodes pour la région. Donc vous voyez, encore une fois, grande variabilité interannuelle. Donc, c'est possible qu'il y ait parfois plus de périodes chaudes, puis d'autres années parfois moins. Mais donc, il vaut mieux se préparer finalement à une augmentation de ces vagues de chaleur dans le futur. Donc, vous l'avez bien compris, les températures augmentent. Elles augmentent particulièrement en été avec justement plus de journées chaudes. C'est ce que je vous ai remis ici. Donc, avec une température qui va augmenter en moyenne de 2,2 degrés Celsius en été.
Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les plantes finalement vont avoir plus besoin d'eau finalement pour pouvoir réaliser leurs activités. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des précipitations, on n'a pas forcément de gain de précipitation dans cette période. On a seulement 7 mm de plus, donc autant dire que les précipitations vont rester probablement les mêmes que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, si on met ces deux éléments ensemble, finalement, on parle en fait du bilan hydrique pour les plantes pour le futur. Puis c'est ce que je vous ai représenté ici. Donc, vous avez vraiment le bilan hydrique mensuel qui est finalement la différence entre les précipitations anticipées et l'évapotranspiration potentielle du couvert végétal. La référence ici, c'est une prairie rase. Puisque vous voyez, en vert, vous avez la moyenne des 30 dernières années. En jaune, la valeur pour l'horizon 2050. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est bilan hydrique, il va finalement s'aggraver dans le futur, quels que soient les mois. Puis si on cumule finalement les valeurs de chaque mois, on arrive à la fin de l'été avec un déficit hydrique qui s'aggrave de 96 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 134 mm en moyenne dans le futur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En plus finalement des précipitations qui vont finalement plus suffire puis que le déficit hydrique va s'aggraver, eh ben, les précipitations vont aussi être réparties un petit peu différemment. C'est ce qu'on voit ici dans le tableau. Donc, je vous ai présenté les périodes sans pluie de plus de 5 jours. Puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a une augmentation du nombre de ces périodes, donc de la fréquence de ces périodes. Et en plus de ça, on a surtout une augmentation de leur durée. Donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir plus de périodes de sécheresse dans l'année et qu'en plus de ça, chaque période de sécheresse sera plus longue. Puis, pour rappeler, une période de sécheresse, une période sans pluie, comme on le définit nous, c'est une période où on a moins de 3 mm en précipitation cumulée sur la période. Donc, autant dire que c'est vraiment à peine la rosée. Enfin, pour finir la boucle, on retombe à l'automne au moment des récoltes. Puis la question maintenant, c'est de savoir, comme pour le printemps, est-ce qu'on va être capable de profiter de l'allongement de la saison de croissance pour aller récolter également plus tard? Puis, c'est ce que j'ai essayé de vous représenter ici. Puis, ce qu'on voit au niveau des précipitations, c'est que finalement, on a une légère augmentation des précipitations. Donc, on passerait de 275 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 284 mm. Mais vous voyez, c'est vraiment une augmentation progressive. Puis si on se rappelle le graphique de début, eh bien, c'est vraiment une augmentation qui est uniforme entre les 3 mois. Donc, on devrait pouvoir saisir l'opportunité de récolter plus tard. En tout cas, ce n'est pas les précipitations qui devraient être un enjeu dans le futur. Simplement pour vous rappeler un petit peu les valeurs, je trouve ça intéressant. Au niveau du premier gel automnal, donc à moins 2 degrés Celsius, on voit qu'on passe en moyenne dans la région du 3 octobre au 15 octobre. Donc on a un gain de 12 jours sans gel pour le futur. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans la région. Puis si on regarde maintenant la fin de la saison de croissance pour les plantes fourragères, on passe finalement du 28 octobre au 7 novembre, donc un gain de 10 jours. Donc de la même manière qu'on parlait au printemps, on voit vraiment que même à l'automne, la période sans gel va plus se décaler que la période de la saison de croissance. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour finalement avoir moins de gel hâtif à l'automne dans le futur. Donc, on arrive déjà à la fin de cette présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous remercier pour votre attention. Puis, je voudrais faire un petit résumé de ce qu'on a vu pour la saison de croissance. Donc, vous l'avez compris, on va avoir une augmentation des températures qui va avoir plusieurs impacts. D'abord, des impacts positifs, augmentation des UTM, augmentation des degrés jour, allongement de la saison de croissance, mais qui va aussi avoir des conséquences un petit peu plus néfastes au niveau notamment des températures chaudes, des vagues de chaleur. On aura plus de vagues de chaleur dans la région. Elles seront plus fréquentes puis plus longues. Ensuite de ça, au niveau des précipitations, eh bien, les précipitations ne vont pas vraiment augmenter, que ce soit en été ou en automne. On a vraiment une légère augmentation pour l'automne. Puis finalement, ce que ça veut dire, c'est que nos plantes vont peut-être avoir plus de stress hydrique durant l'été, d'autant plus que le régime de précipitation va un petit peu plus être sous forme d'orage localisé, de pluie intense, plutôt que de la pluie finalement qui va vraiment recharger les réserves du sol.
Puis enfin, finalement, on a vu qu'au niveau des précipitations pendant les périodes de semis, pendant les périodes de récolte, oui, on a une certaine augmentation, mais elle devrait être assez uniforme, donc ne devrait pas trop gêner pour profiter de l'allongement de la saison de croissance. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.